je vais vous parler d'éthique face aux populations vulnérables, mais je vais aussi et surtout vous parler du bien-être des professionnels. Donc dans le cadre du travail de recherche collectif que nous effectuons au sein de ce Work Package dédié à la collaboration interprofessionnelle, je travaille plus particulièrement la question des conditions de travail et l'impact de ces conditions de travail sur le bien-être des professionnels. Alors il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur les conditions de travail pendant la crise Covid et nos entretiens ont mis en évidence, sans surprise, la difficulté à faire face à des exigences professionnelles accrues par la crise dans un contexte de ressources limitées. Dans cette présentation, je ne vais évidemment pas balayer l'ensemble de ces éléments, mais je vais me concentrer sur un aspect, qui revient dans beaucoup d'entretiens et auquel, finalement on ne s'attendait pas. Donc c'est aussi le terrain qui amène parfois, des questions, intéressantes, à creuser. Et donc un élément dont on s'est, aperçu, c'est que, le sentiment qu'ont la plupart des professionnels de ne pas avoir eu l'occasion d'exercer leur métier dans le respect de toutes les normes éthiques, ce sentiment donc de ne pas avoir l'occasion d'appliquer, les normes éthiques auxquelles ils tiennent, qu'ils considèrent comme cruciales pour le bien-être de leurs patients, mais aussi, pour leur propre image d'eux-mêmes et pour leur propre bien-être. Donc c'est vraiment cette question, de la tension, que peuvent connaître, les professionnels, à cause de, cette confrontation à, des impossibilités parfois d'appliquer les normes éthiques auxquelles ils croient et qui sont constitutives aussi, de leur métier. Donc la présentation que je vais faire, se centre sur une partie du matériel qu'on a récolté, sur la situation dans les maisons de repos, au sein desquelles nous avons réalisé donc 19 entretiens en région bruxelloise et dans le Hainaut. Ces entretiens ont été réalisés principalement entre la première et la deuxième vague, auprès d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins coordinateurs. Et donc pour introduire le sujet, et vous montrer le type de récit auquel on a été confronté dans les entretiens, je prends ici le récit d'une aide-soignante en maison de repos dans les Hainaut, qui explique justement cette tension, et ce que ça lui fait à elle, en termes de bien-être au travail. Donc on s'est retrouvé à faire des choses que déontologiquement tu ne ferais pas. C'est des trucs que tu as vécu, qui te soulèvent. On a fait des choses que rien qu'à en parler, j'ai les poils qui se hérissent. On a fait des choses qu'on ne pensait pas faire un jour. On n'a pas eu le choix. Ça me donne la larme à l'œil. Donc, on est content. Alors, elle parle ensuite, voilà, de ce répit, finalement, entre première et deuxième vague, qu'elle vivait à ce moment-là. Et donc, elle expliquait, on est content de réentrer dans le bon, de rentrer dans quelque chose d'humain. C'est plutôt ça qu'on avait perdu. On a fait des actes qu'on n'aurait jamais fait, mais il n'y avait pas le choix. Donc cette tension, et l'impact que ça a sur le sentiment de faire correctement son métier, et de s'épanouir dans son métier, était très présente, à côté bien sûr d'autres éléments liés aux conditions de travail. Mais c'est celui-là donc que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors peut-être pour cadrer ce dont on parle justement, qu'est-ce que l'éthique, quelques définitions quand même, et vous allez voir qu'on retrouve des éléments clairement qui étaient énoncés dans le petit extrait que je viens de vous lire. L'éthique, c'est un questionnement sur l'agir, une réflexion sur ce qu'il faut faire, une recherche sur ce qui est bien ou mal. Ça suppose un effort de réflexion sur les principes, les fondements de l'agir, les finalités de l'action. Et au centre de cela, on trouve les valeurs et les exigences de la dignité humaine. Alors, j'ai intitulé mon exposé Éthique pratique, et certains professionnels que j'ai rencontrés m'ont demandé ce que j'entendais par là. Eh bien, ça fait écho aussi à la présentation de ce matin, qui a été fait par Jamola, qui mettait en évidence le fait que l'éthique, ça n'est pas que des principes, ça n'est pas que des règles, c'est aussi des réalisations, c'est la capacité de décider en situation, face à l'incertitude qui caractérise justement les situations de soins, d'être capable d'exercer son expérience critique et d'agir en conséquence, donc en fonction de ces normes, de ces valeurs et de la dignité humaine qu'on cherche à maintenir dans des situations qui sont bien sûr très compliquées.
Donc il s'agit de pouvoir décider en situation, avec une incertitude qui a bien entendu été amplifiée, pendant la crise. Heu, Dans la définition qui est reprise ici, hein, on insiste bien sur le fait que cette éthique pratique, c'est une capacité, qu'elle se travaille, qu'elle s'acquiert au cours de l'expérience, professionnelle, on va y venir, que c'est aussi quelque chose qui peut s'inscrire et se construire, grâce à, des collectifs de travail, grâce aux collègues. Donc justement, j'en viens à cette question, quel est le lien finalement qu'on peut faire entre éthique et collaboration? L'éthique professionnelle, c'est pas seulement une affaire individuelle, c'est pas seulement lié aux valeurs individuelles, de la personne, bien entendu. La littérature sur le sujet montre que l'existence d'une culture éthique dans une organisation joue, sur les comportements des individus. Donc cette culture collective est importante, culture qui peut être à la fois formelle, et informelle, donc inscrite, dans des règles écrites par exemple, mais aussi dans des éléments plus informels, qui jouent entre, les personnes qui, se pa participent d'un même collectif, de travail. Les attitudes et les comportements des pairs, vont jouer également, un rôle, dans ce respect, de l'éthique et de la dignité humaine. Des travaux plus récents, hem, mettent également en avant l'importance de gérer les risques éthiques pour prévenir les conséquences négatives, et ces travaux insistent également sur l'importance, de la collaboration entre groupes professionnels, hein. La sensibilité éthique va s'exprimer plus facilement, disent Langlois et co-auteurs, lorsqu'il existe une meilleure répartition du pouvoir entre, les groupes professionnels parce que, ça, donne la possibilité, de, travailler cet aspect en profondeur. Alors tout dernièrement, une étude qui n'est pas encore publiée a été réalisée auprès de 3 000 enseignants et 5 000 ouvriers, infirmiers, et cette recherche montre le lien entre le contexte de travail, en particulier au sein de ce contexte de travail, la culture éthique et le bien-être au travail, hein. Donc la culture éthique, contribue, à ce contexte et dans, le modèle, hein, qui, est présenté de façon incomplète ici encore, ils ont pu mettre en évidence que, la culture éthique, était, un élément crucial pour, expliquer la variance, en matière de détresse psychologique et en matière, de façon un peu, moins forte, dans une moindre mesure, les atteintes physiologiques. Donc, la culture éthique, c'est quelque chose qui a effectivement un impact, sur, le fait que les professionnels trouvent du sens à leur travail, trouvent, de la satisfaction et du plaisir dans, les activités qu'ils réalisent, et puissent, développer leurs compétences, dans le contexte de leur travail. Alors, j'ai cadré un petit peu, la question avec quelques références, mais on l'a déjà dit, dans notre work package, nous travaillons, avec une méthodologie de type théorisation ancrée. Ça veut dire que notre objectif, c'est vraiment de construire à partir du terrain une meilleure compréhension de ce qui s'est joué en termes éthiques en première ligne et l'impact que ça a pu avoir sur le bien-être, des professionnels concernés. Donc ici, je vous présente les éléments propres à un contexte particulier, et je vais vous présenter, 3 situations types, 3 épreuves, qu'on a retrouvées dans plusieurs maisons de repos et auxquelles la plupart des professionnels ont dû se confronter. Dans la suite de la recherche, l'objectif sera aussi de voir dans quelle mesure on retrouve le même type d'épreuves avec peut-être aussi des différences, hein, dans la façon de les vivre, dans d'autres contextes qui ne sont pas ces maisons de repos. Mais donc je prends, le 1er la première épreuve, dont je voulais, vous parler, c'est, un élément, qui a été, très important évidemment dans les maisons de repos pendant la crise, c'est l'accompagnement de la fin de vie, puisque, ces maisons de repos ont connu, une augmentation très forte, du nombre de décès. À quoi il faut ajouter que ces, décès intervenaient,
de façon beaucoup, beaucoup plus rapide qu'en temps, normal, que les maisons de repos, pendant, une partie de cette première vague, ont été confrontées à des normes, strictes applicables, aux pompes funèbres, ce qui changeait, les derniers instants et puis, le départ, des personnes décédées. Ceci, enfin, combiné à un dernier élément, c'est, la restriction des ressources, hein, et notamment, la difficulté du coup de pouvoir déployer, les soins palliatifs, qui, étaient dans des circonstances de routine plus fréquemment, offerts aux patients. Alors je vous donne un petit exemple, à travers, le témoignage d'une autre aide-soignante en maison de repos, également dans l'UNO, qui explique qu'en temps normal, finalement, une personne en fin de vie, on la laisse tranquille, on ne l'embête pas. Et là, pendant cette période, de confinement des maisons de repos, heu en fin de vie, elle coupait les ongles, je préparais des belles tenues. On a laissé dormir une dame tout habillée, parce qu'on savait qu'on allait partir et on s'est dit: «Si on ne l'habille pas, elle va partir en robe de nuit, hein, et elle ne mérite pas ça». Et donc, l'aide-soignante explique, hein, on sent bien toute la tension que ça peut, faire naître, hein. Justement, c'est pour ça qu'on parle d'éthique pratique aussi, c'est parce que ce sont les principes éthiques appliqués dans des situations concrètes où cette incertitude est forte, hein, où il y a contradiction. Donc elle a fait tout l'inverse, on a fait tout l'inverse de nos habitudes à nous, de ce qu'on essaye de faire. Et après, on a repris nos habitudes. Donc, après ils ont eu l'occasion, de remettre en place, des routines, plus respectueuses, de préparer des tenues, en tout cas du point de vue de la personne, hein. Et donc elle expliquait qu'en fait, les moments où il y avait encore un peu de flottement, c'était au moment des reprises de service, hein. Ce qui souligne bien cet aspect, hem, négociation collective, hein, de ces éléments éthiques et importance d'une culture, d'organisation, d'une culture de territoire peut-être, d'une culture en tout cas de la collaboration autour, de ces aspects. Hein, puisqu'ici, la l'aide-soignante, était prise entre, une question de dignité, hein, et le respect du confort, de la personne. Donc, il y avait une vraie réflexion par rapport à la tension qui pouvait exister entre ces 2 principes. Un autre élément, c'est, la question de, la liberté de mouvement. Puisque, évidemment pendant ce temps, hein, les, services, ont dû se réorganiser, dans les maisons de repos pour faire face, à des vagues, importantes, de personnes, atteintes. Et donc ça veut dire qu'ils ont créé des couloirs, des unités, spécifiques parfois, pour les personnes atteintes. Les résidents ont donc été, relocalisés, pour certains d'entre eux en tout cas, dans un contexte à nouveau de manque de personnel, et donc évidemment du coup, moins de personnes susceptibles d'accompagner, les résidents dans les différents services, et également dans un temps où les maisons de repos étaient, fermées, étaient en complet confinement, au tout début, de la crise. Donc la liberté de mouvement a été fortement impactée, par ces éléments et donc là également je vous, présente quelques, verbatim qui expliquent cette situation. On a dû créer une unité à part. On a un étage plus petit que les autres. On a dû vider l'étage en 3 jours, ce qui n'était pas agréable aux résidents. On a un projet de vie, il a été oublié, hein, donc des éléments aussi, construits collectivement, hein, autour de la façon d'accompagner en dignité la personne qui ont dû être oubliés. On a fait des choses que l'on n'a jamais faites, comme enfermer les résidents dans les maisons de repos et ça, c'était très dur à vivre et donc on devait le faire. On s'est retrouvés alors autre extrait, on s'est retrouvés dans un autre système avec des gens alors puisque, il y a eu des transferts entre services, hein, pour gérer, pour mettre ensemble, hein, parfois les personnes atteintes de Covid. On s'est retrouvés avec des gens complètement Alzheimer qui sont normalement dans un service fermé et qui se sont retrouvés dans un étage complètement ouvert. Et donc là, on a dû trouver des solutions pour fermer la porte et laisser les résidents «pesteler», entre guillemets, pardon pour les traducteurs, et ne pas devoir, les enfermer
enfermés en chambre. Et donc la solution qui a été trouvée ici, c'était, donc tout un temps le service a été fermé, donc parfois les chambres ont été fermées, hein, donc avec tout ce que ça, pose comme question, y compris aux soignants concernés, hein, qui se sentaient très mal de devoir fermer les services. Et puis la solution, on va dire, de fortune qui a été trouvée, c'était de mettre, une grille, devant la porte, pour décourager en quelque sorte. Donc c'était plus fermé, mais ça décourageait visuellement, les patients, Alzheimer de s'aventurer au-delà du service. Donc ici, ce qu'on retrouve, c'est finalement une forte tension entre, la volonté de maintenir une forme de sécurité physique, pour, les résidents, qu'ils soient atteints ou pas, et en même temps, le respect de l'autonomie, de ces personnes âgées qui a été, dans un nombre de cas important, sacrifiées, au moins momentanément. Dernier élément, dernière situation, c'est la recherche de la juste distance qu'on a retrouvée, également à travers plusieurs récits. Le fait de devoir porter des masques, le fait de devoir respecter, des formes de distanciation et donc d'être aussi, moins dans le contact, avec les personnes, et à nouveau, l'augmentation des décès et la rapidité, de ces décès, heu, a, aussi beaucoup fait réagir, les professionnels qu'on a contactés, sur cette construction, de la juste distance. Donc la relation, et le contact avec la personne, c'est un outil de travail, hein, parce que ça permet d'effectuer en temps normal les soins dans de bonnes conditions, hein. C'est aussi un objet du soin en tant que tel, hein. Et ici, on voit vraiment que c'est ce qui a frappé, une autre aide-soignante encore du Hainaut, hein, qui explique que, la perte, d'humanité, qu'elle a ressenti, prendre ses distances, quand on met les masques, les blouses, les résidents ne reconnaissent plus et ça joue beaucoup dans les soins. Une autre réaction, d'une chef infirmière, cette fois, qui explique que, finalement par rapport à ce qu'on enseigne justement à ce que c'est l'éthique, hein, en principe, dans ces principes, on nous dit à l'école, de mettre une barrière, voilà, de maintenir, une certaine, distance professionnelle. Elle explique, qu'elle a remis en cause finalement, pendant le covid cet aspect-là, et surtout que ça remet en cause, non seulement pour cette période-là, mais aussi pour la suite, hein. Moi maintenant, je vais prendre le temps, qu'on me dise ce qu'on a à me dire. On ne viendra pas me dire que j'ai passé trop de temps dans une chambre avec tel ou tel résident. C'est vraiment quelque chose que j'assume, que je revendique, parce et alors elle explique pourquoi finalement elle a modifié aussi cette conception de la juste distance à cause de cette confrontation pratique. Parce qu'on a vu des personnes, qui partaient, hein, du jour au lendemain. Elle explique, voilà, que ça l'a blessée personnellement, parce qu'elle se dit qu'on aurait pu faire quelque chose, pour, éviter cette situation. Et justement, qu'est-ce qui peut être fait? Donc, alors c'est un travail qui est en cours, hein, à nouveau, c'est une question qui a émergé du terrain, donc il y a encore du travail, d'analyse à effectuer et puis, à développer avec les acteurs dans la suite des opérations. On va développer avec les acteurs aussi les pistes d'action, réfléchir à ce qui pourrait être fait justement pour construire cette culture éthique. Hem et ici quand même un petit extrait, de ce qui avait été proposé, par une aide-soignante. Hem Elle exprimait la nécessité d'avoir des espaces pour vider leur sac, hein, c'est l'expression qui est utilisée, avoir l'occasion de partager finalement, sur, les aspects, les difficultés, elle parle de séquelles psychologiques, auxquelles ils ont été confrontés et elle évoque également la nécessité de d'abord et davantage, rassurer les soignants, de les écouter et de les valoriser. Alors, je vais clôturer par ce dernier aspect, ça rejoint en fait, donc je l'ai dit dans la littérature, ce sont aussi des recherches qui sont encore balbutiantes, hein, mais Langlois, ses coauteurs ont travaillé sur des exemples de stratégies soutenantes qui pourraient être, déployées dans un contexte comme celui-là et que peut-être, on aura l'occasion de discuter avec vous et puis, avec, également, d'autres professionnels. Donc parmi les pistes évoquées, le fait de pouvoir écrire
parfois, certaines règles pour pallier au flou. Alors comment est-ce qu'on fait en situation de crise, pour, formaliser un petit peu les choses ou à tout le moins clarifier, les choses, pour davantage de cohérence, dans le travail? On a dans les exemples que je vous ai montrés, il y a cette question du passage d'un service, le passage, d'une équipe à l'autre, hein. On voyait que c'était un problème, on n'était pas sûr qu'il y aurait un respect des mêmes, principes éthiques. Heu, le fait aussi de recadrer, de façon constructive, lorsqu'il y a des, excès, lorsqu'il y a des dérapages, on n'enterre pas, disons les excès constatés. Le fait de plus généralement travailler sur les conditions de travail, des employés pour qu'ils puissent assumer effectivement cette éthique au quotidien, hein, conciliation travail-famille, équilibre de la charge de travail, programme d'aide aux employés. Favoriser la collégialité et l'autonomie du personnel, parce que les règles éthiques, surtout comme elles sont, applicables à des contextes particuliers, doivent faire appel à l'autonomie du personnel. Ça ressortait aussi des entretiens. Les règles imposées, par, les gestionnaires ne fonctionnent beaucoup moins bien que quand elles peuvent être négociées et discutées, parce qu'elles doivent pouvoir être applicables justement, dans le contexte. L'exemplarité du gestionnaire est également mise en évidence, voilà et d'autres éléments plutôt liés à la construction d'espaces de discussion, et de débat collectif sur ces questions éthiques. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation, et donc pour, les, personnes qui seraient intéressées par la suite, il y aurait également des références disponibles.